Le 31 décembre 2019, alors que nous fêtions la nouvelle année et la nouvelle décennie, l'OMS était alertée de plusieurs cas de pneumonie d'origine inconnue. Le Covid-19 pointait le bout de son nez, nous entraînant dans un engrenage dont nous ne voyons toujours pas la fin. Alors depuis, on peine à adresser des vœux de fin d'année enthousiastes et on se demande plutôt quelle catastrophe nous guette en 2022. Face à la crise de notre mondialisation néolibérale, crise sanitaire, crise logistique, crise économique, crise politique, et si nos dirigeants se laissaient entraîner dans ce qu'on appelait jadis une bonne grosse guerre. Attention, ceci n'est pas une prévision, ce n'est qu'une identification, ce n'est que l'identification d'un risque. C'est une intuition fondée sur des données collectées et mises en forme par le tout nouveau média Elucide, dont l'originalité est justement de faire parler les évolutions politiques et économiques à travers l'exploitation de données. Elucide, dont notre camarade Olivier Berruyer et l'enthousiaste Taulier. Bonjour Olivier. Bonjour. Avant de commencer notre conversation, nous allons diffuser un petit module d'autopromo parce que nous sommes en campagne de fin d'année. C'est une campagne très importante parce que les sommes que nous allons collecter là détermineront notre survie et notre avenir, notre développement, alors que nous entrons dans une année 2022 qui est cruciale au point de vue politique et social. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Il ne faut certainement pas accueillir ces migrants. Donc beaucoup sont potentiellement dangereux. Mais on les laisse mourir de froid derrière les barbelés. Parce Bien sûr que oui, mais bien sûr que oui. Il faut que la police tire à balles réelles. Ça rigole plus là. Reculez, reculez. Salut à vous les matinaux qui nous regardez en direct. Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver. Nous sommes sur le Média TV et c'est l'heure de la contre-matinale. Olivier, notre échange portera sur l'escalade des dépenses militaires dans le monde et plus particulièrement dans les budgets des grandes puissances. Mais notre conversation en off a commencé après un des threads sur Twitter qui apparemment n'a pas trop de rapport avec un thread qui portait sur le programme de la coalition allemande désormais au pouvoir, sur le programme donc du nouveau chancelier Olaf Scholz. Et tu as identifié dans ce programme des points que tu as considérés comme problématiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, en effet. Alors, pour mémoire, il y a eu donc des élections récemment en Allemagne qui ont changé la majorité. Et après différentes négociations, il y a une originalité en Allemagne, une coalition de 3 partis. On a le Parti socialiste, le SPD, qui a fait 25%, qui s'est allié avec les Verts, qui ont fait à peu près 15%. Mais ça ne suffisait pas à faire la majorité. Donc, ils se sont alliés aussi avec les libéraux, façon macroniste, pour constituer la nouvelle majorité. Alors, une fois qu'ils ont été élus, une fois qu'ils ont négocié la coalition, donc après les élections, ils ont décidé de faire un programme commun. Alors j'insiste sur ce point-là parce que ce n'est pas des promesses qui ont été faites avant les élections, du genre ouais, on verra après. C'est un programme qui est fait après les élections, donc quand même relativement fiable. Et les Allemands, ils ont tendance à respecter ce qu'ils mettent dans ces programmes. Et en effet, il y a des points qui sont problématiques, qui nous amèneront vers en effet l'aspect militaire qui est un peu inquiétant. Mais j'ai trouvé intéressant peut-être d'informer les gens sur finalement il y a quoi dans ce programme d'important ou de problématique, sachant, pour ne pas être non plus qu'à charge, il y a des choses intéressantes dedans. En particulier, je pense à une forte augmentation du SMIC en Allemagne, d'à peu près 15 à 20% de majoration du SMIC, qui va surtout concerner les services. En fait, l'industrie avait des salaires déjà plus élevés, un SMIC supérieur. Donc, il y aura un point positif. Il y en a un deuxième, évidemment, avec les Verts. Ça va être une accélération de la fermeture des centrales à charbon en Allemagne. Donc, il y a des points positifs, mais évidemment, on va parler plutôt des points qui posent problème. Et c'est notamment... Alors, le premier, qui est quand même très important, il concerne l'Union européenne, puisqu'on a quand même une coalition d'européistes assez forcenée. Donc, c'est intéressant de voir ce qu'ils proposent. Alors, le premier point, je vous propose de lire quelques points saillants du programme. Donc, il nous explique que nous profiterons de la conférence sur l'avenir de l'Europe pour engager des réformes. Alors, le mot magique est lancé, réforme. Alors, on sait que quand il y a ça, il faut s'inquiéter en général. Et donc, il continue sur « Nous soutenons les modifications nécessaires des traités », donc ils veulent changer les traités européens. La conférence devra déboucher sur une convention constituante, le retour, et conduire à l'évolution de l'UE vers un État fédéral européen.
Un État fédéral européen. Un État fédéral européen. Donc en fait, ils sont en train de nous remettre le coup de la Constitution de 2005, qui a été refusée par plusieurs pays, et sur lequel, évidemment, le caractère tout à fait démocratique de l'Europe s'est complètement assis pour nous faire le traité de Lisbonne, et donc approfondir finalement l'attaque contre la souveraineté des nations au profit d'une hypothétique et tout à fait illusoire, à mon sens, souveraineté européenne. Mais il faut bien voir que quand on dit tiens, est-ce qu'ils veulent faire un État fédéral, on est quand même sur quelque chose aujourd'hui de très ambigu. C'est déjà fédéral par certains points, il n'y a déjà plus qu'une monnaie, et il n'y a déjà plus qu'une politique économique. On voit qu'on a soustrait à la délibération nationale des points extrêmement importants, en particulier tout ce qui concerne l'économique et même le social, puisqu'il y a des pressions pour réformer les retraites, pour réformer l'assurance chômage. Ici, je vous ai mis la dernière, ce qu'ils appellent recommandation du Conseil européen. Bon, en fait, ce n'est pas du tout une recommandation, quoi. Si on ne le fait pas, on est sanctionné. Sur toute la partie économique, qui montre qu'il y a un cadre qui est unique en Europe, et donc qui est déjà fédéral. Ou dans ce document, qui est assez court d'ailleurs, on nous explique que, en gros, il faut changer l'assurance chômage. Donc la réforme de l'assurance chômage qu'on vient de subir, c'est directement une réponse à ces recommandations du Conseil. Il nous explique, alors à l'époque, ils sont encore juste au moment où commence la crise Covid, ils nous disent qu'il faut se limiter à 1,2% de croissance des dépenses. Donc en fait, il faut diminuer les dépenses par rapport au PIB. Et il nous explique dedans, je me permets de lire, c'est quand même assez incroyable, de dire, c'est vraiment le Conseil de l'Union européenne qui dit à la France, c'est spécifiquement français, bien, il vous faut continuer de supprimer les impôts inefficaces et réduire les impôts sur la production. Donc on a des déficits colossaux, ils nous disent qu'il faut baisser les impôts des entreprises, en fait. Donc autrement dit, il va falloir augmenter les impôts. Sur la production, ça s'est beaucoup entendu dans les éléments de langage des candidats à l'investiture LR. Bien sûr, et ça veut dire les impôts sur les entreprises. Et donc, comme forcément, il faut quand même payer des impôts, c'est-à-dire que c'est vraiment les consommateurs qui vont payer ces impôts. Et ça ne s'arrête pas là. Il faut réduire les restrictions réglementaires, notamment dans le secteur des services. Ils doivent considérer qu'on est encore semi-communiste, mais enfin, donc il faut enlever toute réglementation, il faut libéraliser les services. Donc tous ceux qui travaillent dedans et qui ont encore quelques limitations à un capitalisme qui devient de plus en plus délirant, donc il faut les faire sauter. Et ça se termine par, enfin, il faut bien sûr prendre toutes les mesures qui visent à stimuler la croissance des entreprises. Donc comme vous le voyez, il n'y en a que pour les entreprises, absolument pas pour les consommateurs. Et donc il faut bien voir qu'on est complètement dépossédé de ces faits fondamentaux sur la vie des gens. Et que l'élection présidentielle, qui a d'ailleurs été qualifiée il y a quelques jours par Castaner d'élection locale au niveau européen, et c'est vrai, c'est plus qu'une petite élection locale au niveau européen, ne peut pas changer la politique économique qu'il y a chez nous. Et ce point-là, je l'avais cité la dernière fois, et donc j'ai souhaité vous montrer l'article de 1992, qui est une déclaration d'Alain Madelin au moment de la campagne de Maastricht. Et ce que j'aime bien chez les libéraux, c'est que souvent ils vous disent la vérité. Et pendant qu'on essaie de nous expliquer en 1992, mais oui, que Maastricht, vous allez voir, on va devenir la zone de plus forte croissance du monde. Oh là là, on va faire évidemment l'Europe sociale, qui est devenu un sketch à ce niveau-là. On va être au plein emploi. Ils étaient presque en train de se dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va manquer de salariés, tellement qu'il va y avoir des emplois créés. Et à ce moment-là, Alain Madelin vous dit, donc le 6 septembre 1992, je cite, la construction européenne porte une belle promesse libérale. Le traité de Maastricht agit comme une assurance-vie pour éviter le retour à l'expérience socialiste pure et dure de 1981-1983. Et il termine par « L'Europe impose des contraintes, mais ce sont des contraintes heureuses, car ce sont des contraintes libérales. » Chaque mot est juste, chaque mot, c'est tout à fait transformé en réalité. Et on voit bien que, évidemment, quand on est macroniste, quand on est dans cet axe-là, néolibéral, c'est super l'Union européenne. Moi, je comprends très bien qu'ils soient pour. Ils ont réussi à faire en sorte d'avoir un système qui impose leur politique. Il ne peut pas y avoir d'alternative. Mais par contre, que des gens qui veulent une autre politique, qu'elle soit socialiste, puisque c'est eux qui sont visés, ou même un peu plus conservatrice à droite, ne pourront pas la mener dans le cadre européen. Donc on voit le côté antidémocratique. On est déjà dans un cadre antidémocratique, mais comment la coalition allemande donc veut le renforcer? Quels sont en dehors du fait qu'ils réaffirment leur volonté de créer un État fédéral européen, qu'est-ce qu'il y a en plus que tu as identifié? Eh bien, ils veulent aussi jouer du droit, parce qu'on a vu qu'il y a quelques mois, il y a eu une vraie tension avec la Pologne, qui essaie de réaffirmer son droit national par rapport au droit européen. On a vu tout de suite tous les européistes réagir en disant non, il est hors de question que le droit national soit supérieur au droit européen, parce qu'on y réfléchit en termes démocratiques est complètement fou quand même. Et là, ils en remettent une couche. Et déjà, ils vous disent que nous nous engageons et soutenons le fait qu'à l'avenir, la Commission européenne fasse également avancer les procédures contre les violations systémiques des traités.
Donc déjà, pour tous ceux qui se disent tiens, on va désobéir au traité, mais on est déjà en train de vous dire que le bâton, il va arriver très 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 vite. Et encore beaucoup plus intéressant, c'est un peu plus technique, mais ça me semble intéressant que les gens le comprennent, ce truc-là, parce que c'est une façon de diminuer vos droits par du droit. Il nous explique, nous voulons qu'à l'avenir, les droits découlant de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne puissent également être invoqués devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsqu'un État membre agit dans le champ d'application de son droit national. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand il va y avoir une législation en France, purement nationale, ben les citoyens vont pouvoir dire « moi je ne suis pas d'accord avec cette législation en référence à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ». Mais surtout, c'est absolument dégueulasse. C'est-à-dire qu'en fait, on met les droits de l'homme, qui sont des droits fondamentaux, au même niveau que des disputes politiques sur la marche de l'État. Mais c'est très intéressant parce que quand tu dis le truc comme ça a l'air sympa. Ah bah oui, pourquoi pas. Tu regardes, il y a quoi dans la Charte des droits fondamentaux ? Alors tu regardes, il y a des trucs, interdiction de la torture, interdiction du travail des enfants, droit à l'éducation, droit des personnes âgées. C'est plutôt sympa, tu n'es pas contre, pourquoi pas. Bon. Mais après tu dis... Enfin, la torture, le travail des enfants, c'est déjà un peu interdit dans l'Union européenne, en fait. Tu vas dire, pourquoi il faudrait ça en plus ? Puis tu regardes, après, tu as des formulations dans la charte qui sont déjà plus ambiguës. On te dit non-discrimination, ce qui est très bien, il faut lutter contre la discrimination. Tout d'un coup, on te dit, tiens, dans le domaine d'application du traité, les dispositions particulières, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite. Donc, autrement dit, tiens, que tous les citoyens doivent avoir le même droit. Et en particulier, tu te dis, tiens, ils vont peut-être commencer à demander à avoir le droit de vote aux élections présidentielles dans chaque pays, par exemple. C'est un peu plus ambigu. En fait, oui, c'est-à-dire que c'est le concept de nationalité qui est un peu remis en cause. Oui, mais c'est surtout qu'en fait, tu es en train de transmettre l'interprétation de ces trucs qui sont quand même très vagues à des juges qui ne sont pas élus, qui ne sont pas responsables. Tu vois, article 22, on te dit l'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. Bon, à la base, moi je suis pour aussi. Mais ça veut dire quoi derrière ? Si tout d'un coup on te dit, tiens, en Alsace, ils veulent que dans les écoles on enseigne qu'en alsacien et plus en français, bah, peut-être qu'un juge va te dire, bah oui, s'il faut. Tu vois, je veux dire, on ne le maîtrise pas ce truc-là et on ne pourra rien faire. Mais bon, ces cas sont un peu plus ambigus, mais il y a des cas qui sont encore plus problématiques. C'est tout ce qui concerne les entreprises, en fait. Le premier, regarde, il y en a un qui te dit, tu as le droit de propriété dedans. Donc, c'est bien, on te dit, nul ne peut être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique. Ça aussi, oui, bien sûr, je ne veux pas être privé de ma propriété. Mais ça veut dire quoi ? Si demain, tu as un gouvernement qui te dit, tiens, je veux nationaliser les banques, peut-être qu'un juge de l'Union européenne va dire, mais attendez, ce n'est pas d'utilité publique de nationaliser les banques, pour moi. Donc, vous nationalisez pas les banques, par exemple. Et le cas précis que j'aurais souhaité évoquer, parce qu'il est peu connu, et pour moi, il est vraiment illustratif de ce qu'ils sont en train de faire. Article 16, très court, la liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit communautaire. De mettre la liberté d'entreprise. Bon, c'est liberté de créer une entreprise, ok, c'est bien. Eh bien, il y a une décision du Conseil constitutionnel français de 2016 sur une des dernières lois du gouvernement Hollande qui est très intéressante. Après 5 ans de pression, ils ont accepté, le Parlement a voté une publicité des résultats des entreprises pays par pays pour les multinationales. Et donc ça, c'est très bien. L'idée était de dire, quand tu es BNP Paribas, on va te dire quel est ton chiffre d'affaires en France, ton nombre d'employés en France, ton résultat en France, combien aux îles Bermudes. Et puis, si tu fais ça, tu vas te dire, enfin, c'est quand même bizarre, vous avez 12 personnes aux Bermudes et vous faites 10% de votre résultat. Et en fait, tu vois tout de suite l'optimisation fiscale entre pays. Donc, c'est une vraie demande des organisations de primo de lutte contre la corruption et de lutte contre les paradis fiscaux. Donc, c'est une bonne mesure, ce truc-là. Puis tu te dis, c'est pas scandaleux qu'une entreprise dise pays par pays combien elle a fait, parce que si l'entreprise était nationale, tu aurais bien ses résultats pays. Et puis, en fait, le Conseil constitutionnel, il a censuré ça au niveau de la Constitution française. Et tu te dis, mais enfin, comment ils ont censuré ce truc-là ? Comme le Parlement, il a voté cette mesure raisonnable. Pourquoi ? Et tu lis le Conseil constitutionnel, il te dit, mais en fait, ça, moi, je considère que ça a attaqué la liberté d'entreprendre. Alors, tu te dis, enfin, la liberté d'entreprendre, quel rapport ? Puis d'ailleurs, ça vient d'où au niveau de la Constitution ? Et il te dit, non, attendez, la liberté d'entreprendre, ça découle directement de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Je ne me rappelle pas avoir lu ça dans la déclaration de 1789. Et il y a quoi dans l'article 4 ? C'est très court, c'est le fameux qui te dit « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Donc, en 1789, tu as Robespierre, tu as Mirabeau qui écrivent « Voilà, la liberté, c'est faire ce qu'on veut sans nuire à autrui ». Et bien, tu as le Conseil constitutionnel qui dit quand ils ont écrit ça, en fait, rends-toi compte, ça interdit de demander une analyse, une publication des résultats pays par pays ou multinationales. On se fout de la gueule du monde, en fait. On voit très bien que là, le Conseil constitutionnel, il sort complètement de son rôle. Il est en train de faire de la politique. Alors, on n'est plus dans un respect de la Constitution, je veux dire. Et donc, on voit qu'avec du droit, j'ai complètement fait dérailler une volonté du Parlement, et qui représentait, je pense, que 80% des citoyens sont d'accord avec ça, quand même, quand on explique les choses. Donc, on voit que cette façon d'instrumentaliser le droit contre les droits démocratiques, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Et on a beaucoup parlé donc de désir de fédéralisme, mais
En quoi c'est belliqueux? C'est-à-dire on n'a pas l'impression que c'est fondamentalement belliqueux. Non, c'est pas belliqueux, mais on voit, on se dit, tiens, ce gouvernement, c'est bizarre, sur certains droits, il agit assez durement. Là, ils ont d'ailleurs changé une promesse de campagne, et maintenant, tu as Olaf Scholz qui vient de dire, et ils sont en train d'essayer de faire voter la vaccination obligatoire en Allemagne. Du Covid, on se dit, mais attends, ça commence à devenir fou ce truc-là. Tu es déjà au moins 90% de gens vaccinés. Bon, ok, il y a quelques pourcents qui ne veulent pas se faire vacciner. On ne va pas en faire des sous-citoyens. Et nous, ce qu'on est en train de faire avec ce pass vaccinal, je trouve ça quand même scandaleux. Il y a quand même des limites, quoi. Surtout qu'on n'est pas sur un truc qui vraiment te dirait, bon, ça arrête l'épidémie si tout le monde est vacciné. On voit que ce n'est pas le cas non plus. Et donc, cette attaque de droits fondamentaux a tendance à se répandre, évidemment, ici, au prétexte de la crise du Covid. Mais ils font ça aussi sur d'autres sujets. Si je continue à parcourir un peu, ils te disent, tiens, on soutient le processus d'adhésion à l'UE des 6 États de la région des Balkans occidentaux. Donc d'un coup, ça va encore faire rentrer la Bosnie-Herzégovine, ce genre d'États qui sont déjà dans la poudrière des Balkans, où le SMIC il est encore à 500 € pour mettre en compétition les salariés les uns contre les autres. Alors, pour ta question au niveau belliqueux, une des propositions qui est quand même assez qui est hallucinante, mais qui est dans leur logique d'État fédéral, ils proposent, c'est pourquoi on veut remplacer la règle de l'unanimité au sein du Conseil des ministres dans le domaine de la politique étrangère par un vote à la majorité qualifiée. Ils sont en train de dire, pour la politique étrangère, maintenant, il ne faut plus qu'il y ait d'unanimité, il faut que ce soit la majorité. Donc en gros, la France et l'Allemagne vont décider, les autres pays, ils ont qu'à s'y plier. Ou alors même si la France n'est pas d'accord, en tout cas, si tous les autres pays se disent contre la France... La Bosnie-Herzégovine, Chypre et... Oui. Bien sûr, oui, non, mais c'est vrai que ça peut faire basculer le vote. Et donc là aussi, on a une attaque fondamentale contre la souveraineté, contre nos intérêts potentiels, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes intérêts dans l'Union européenne. Alors pour ta question, en effet, moi, ce qui m'a le plus étonné peut-être sur ce point-là, c'est quand j'ai vu tout ce qu'il raconte sur la politique étrangère et sur les fondements de la politique étrangère. Et je pense que ça vaut le coup de prendre quelques secondes pour sensibiliser les gens là-dedans, parce que c'est assez contre-intuitif. Dans leurs documents, et c'est vrai que je n'ai jamais vu un truc comme ça encore dans un gouvernement, qu'ils écrivent aussi fortement. Ils écrivent « On veut fonder notre politique étrangère sur nos valeurs ». Ils expliquent que leur but, c'est de préserver le mode de vie libéral en Europe et de protéger la paix et les droits de l'homme dans le monde. Nos valeurs et nos intérêts nous guident dans cette démarche. Les droits de l'homme constituent à cet égard notre boussole. Donc on voit qu'ils mettent les droits de l'homme et les valeurs très fortement au cœur de la politique étrangère. En soi, quand tu es citoyen, tu entends ça, c'est plutôt sympa. Moi, je suis pour les droits de l'homme. Enfin, toi aussi, je pense, ceux qui nous regardent aussi. Mais il faut faire très attention quand on est sur la politique étrangère, parce que ça peut vite poser de gros problèmes. Et en tout cas, il y a 2 raisons principales, en tout cas 2 points à évoquer. Le premier, c'est bidon. Parce qu'évidemment, si tu respectes ça, tu commences par rompre les relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite. On est bien d'accord. À peu près tous tes clients, pour parler de la France. Voilà, les armes, ça a tendance à tuer des gens souvent, donc tu le fais pas. Mais je répète, tu attaques l'Arabie Saoudite. Les droits de l'homme, ça tombe bien, il y a un truc depuis 1967 en Palestine là, qui ne respecte pas ni le droit international, ni les décisions du Conseil de sécurité, ni évidemment les droits de l'homme en Palestine. Ils n'ont pas l'air d'aller vouloir sanctionner Israël plus que ça. D'ailleurs, ils disent clairement qu'ils ne vont pas le faire. Donc on voit déjà que c'est bidon. Ce truc-là. Et donc tu vois, le truc, c'est très manipulatoire. Et on est en train de vivre ça. C'est, je te mets quelque chose qui semble sympa aux gens, et puis, tiens, c'est rigolo, je n'ai pas dit qu'en fait, non, je ne vais pas l'appliquer à tout le monde. Je vais juste l'appliquer dans ce qui me sert, dans d'autres intérêts, en particulier dans les intérêts géopolitiques américains. Pour la démocratie de l'époque de George Bush. C'est exactement ça, et c'est en train de revenir. Parce que le deuxième point là-dedans, c'est quoi la diplomatie, en fait? C'est d'aller parler avec des gens qui ne sont pas forcément des gens très sympas, ou en tout cas que tu n'aimes pas, ou en tout cas qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, parce que contrairement à ce qu'ils disent, les valeurs ne sont pas forcément universelles, ça dépend de quoi. Dans le monde musulman, quand ils nous regardent, ils nous disent « mais comment vous traitez vos vieux, vous foutez ça dans des EHPAD comme des animaux, mais vous êtes dégueulasses ». Les Chinois nous regardent en disant « mais attendez, vous n'avez pas lutté sérieusement contre le Covid, vous laissez mourir vos vieux, nous on ne fait pas ça ». Donc, je veux dire, les valeurs, elles sont pas si universelles que ça sur certains points, mais surtout, c'est que la diplomatie, ça consiste à faire des deals. Normalement, tu fondes ça sur des intérêts. C'est quoi mes intérêts? C'est quoi tes intérêts? On n'est pas d'accord? Allez, on va faire 50-50. C'est ça. C'est pas toujours glorieux, mais ça permet de maintenir la paix. Si tu es sur des valeurs, tu peux plus négocier, parce qu'en fait, tu ne négocies jamais sur tes valeurs. Tu vas pas dire aux Chinois, tiens, il y a un de vos opposants, là, vous lui avez mis 10 ans de prison parce qu'il vous a critiqué. Ah non. Allez, dis-le, vous lui mettez 5 ans, ça ira bien. Tu ne veux pas qu'il aille en prison. Et donc, je veux dire, tu es forcément tout de suite au conflit sur des choses qui relèvent de la politique intérieure des États. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en occuper, tu peux dénoncer, il faut dénoncer quand il y a des attaques aux droits de l'homme. Mais si tu dis, je base toute ma politique étrangère dessus, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller au conflit, en fait.
Et le conflit, il peut dégénérer en guerre, suivant ce que tu fais. Donc c'est quand même quelque chose qui semble sympa, mais sur lequel il faut faire attention, il faut défendre les valeurs et les droits de l'homme, mais il faut faire attention, il y a des limites, et si tu n'es pas ces limites, et en particulier, ce qu'est en train de faire la ministre des Affaires étrangères, hein, qui est verte, et les Verts en Allemagne, ils sont beaucoup plus atlantistes et beaucoup plus va-t-en-guerre, un peu dans le style, oui, BHL, quoi, pour faire simple, c'est cette idéologie-là, ou ce qu'était Hillary Clinton aussi, hein. Il faut faire attention, ça paraît sympa, ça finit par des conflits. Mais on va en discuter. Alors donc, globalement, quand tu décris l'ouverture donc de l'Union européenne aux pays des Balkans, le vote non à l'unanimité mais à la majorité sur les grandes orientations de la politique étrangère, on a l'impression que l'Europe doit être une sorte d'État fédéral qui se retrouve nez à nez avec la Russie. Il y a évidemment ce risque-là. Hein. Si on continue à lire, ils te disent « Nous continuerons à soutenir l'Ukraine dans la restauration de sa pleine intégrité territoriale et de sa souveraineté ». Et quand ils parlent de la Russie, ils expliquent que nous appelons à la fin immédiate des tentatives de déstabilisation contre l'Ukraine, de la violence dans l'Est de l'Ukraine, de l'annexion de la Crimée qui est contraire au droit international. Ce que déjà il faut, c'est beaucoup plus discutable. Hein. Il y a beaucoup de discussions chez juristes internationaux, puisque la Crimée, elle a voté, le Parlement criméen a voté son départ de l'Ukraine, son rattachement à la Russie, hein, de même qu'il y a eu un référendum, alors dans des conditions tout à fait discutables. Mais on sait que c'est une zone qui est pleine de Russes, enfin majoritairement Russes. Alors, c'est un point important, parce qu'évidemment l'Ukraine, bon, tout le monde s'en moque un peu, c'est quand même le plus grand pays d'Europe en termes de taille. Il ne faut pas oublier qu'en 1914, l'Ukraine, c'est un des buts de guerre du Deuxième Empire allemand. 25 ans plus tard, 1941, l'Ukraine, c'est un des buts de guerre du Troisième Empire allemand. Et on s'aperçoit qu'actuellement, l'Union européenne vise encore à faire entrer dans son giron l'Ukraine. Et c'est quoi l'Union européenne ? C'est finalement la continuation de l'Empire allemand par d'autres moyens. Alors, il faut faire attention à ce truc-là, parce qu'on rentre dans une zone, on va en parler un peu plus tard avec quelques cartes, qui est extrêmement sensible et qui peut, à mon avis, rapidement tourner, comme on voit les pressions actuelles, dans des conflits militaires. Mais il y a aussi des conséquences qui sont très concrètes pour les gens, parce que les gens disent pourquoi ils nous parlent de ça. Actuellement, le prix du gaz, on en a parlé il y a un mois, il continue à exploser, c'est en train de se passer là, à la frontière de l'Ukraine. Le prix du gaz a été multiplié par 10 en un an et demi. Je vous mets le graphique, quand vous regardez, c'est des niveaux jamais atteints. Et je rappelle que c'est non seulement le prix du gaz, mais c'est aussi le prix de l'électricité qui va suivre ça, parce que grâce à l'Union européenne, on a indexé le prix de l'électricité sur le prix du gaz. Et la Commission européenne, il y a encore une quinzaine de jours, vient de dire on envisage d'interdire aux États de souscrire des contrats de gaz à prix ferme sur longue période. Ce qui permet de dire, bon, une fois pour toutes, on discute avec la Norvège, avec la Russie, voilà, pendant 20 ans, vous achetez le gaz tel prix, donc il n'y a plus de surprise. Non, l'Union européenne dit qu'il faut être au prix du marché. Et le prix du marché, on voit ce qu'il est en train de faire. Et c'est pour ça quels sont les mécanismes par lesquels le prix du gaz a augmenté ? La Russie qui se venge de l'Europe en faisant augmenter les prix ? C'est pas forcément se venger, il y a des craintes. Alors il y a toute une mécanique qui est complexe à ce niveau-là. Il faut savoir que il y a encore l'Ukraine qui est là-dedans. Comment le gaz il arrive en Europe ? En bonne partie, il passe par l'Ukraine, par des gazoducs. Et évidemment, il faut payer l'Ukraine, il faut payer la Pologne avec des droits de passage qui sont élevés, qui coûtent 5 milliards par an quand même aux consommateurs. Et donc, il y a une dizaine d'années, a été décidé de créer un gazoduc dans la mer, directement entre l'Allemagne et la Russie, qui s'appelle Nord Stream 2, et qui est au centre de pression depuis des années pour empêcher l'Allemagne d'avoir un robinet directement sur la Russie. Ce qui semble fou, parce qu'on se dit c'est beaucoup mieux d'être directement chez le producteur plutôt que d'avoir des pays au passage, parce qu'en 2014, l'Ukraine avait menacé de couper le gaz, en fait. Donc évidemment, ça nous met une pression sur nous, et ça donne des revenus à l'Ukraine. Alors, moi, je ne comprends pas, parce qu'en fait, on nous disait, en gros, que l'Allemagne d'Angela Merkel était très, comment je peux dire, qu'elle était laxiste vis-à-vis de la Russie, parce que justement elle était liée à la Russie par le gaz, puisque c'était son principal fournisseur de gaz. Et voilà qu'on nous dit que la même Allemagne en fait pousserait vers, disons, en tout cas le programme de la coalition allemande pousse à la défiance vis-à-vis de la Russie. Oui, enfin, tu sais, c'est des relations qui sont complexes. Hein. Enfin, on a besoin du gaz russe, les Russes, ils ont besoin de l'argent, de la vente du gaz. Donc voilà, on est tous interdépendants là-dedans. Mais ce qui est étonnant, en tout cas, Merkel était raisonnable. Elle a fait de la diplomatie, Merkel. C'est ce que je disais tout à l'heure. Elle a dealé, c'est quoi mes intérêts, c'est quoi tes intérêts. Mais évidemment, à chaque fois que tu te mets à dealer, on te dit, vous êtes une espèce de vendu. OK, mais quand on ne le fait plus, on va voir ce qui se passe. Et ce qui se passe, ça peut être extrêmement dangereux. Je veux dire, ce qu'il y a dans ce programme, moi, m'a fait penser à ce que disait Mitterrand. Mitterrand avait une jolie phrase qui disait « Le nationalisme, c'est la guerre ».
C'est une de ses dernières phrases dans son dernier discours quand il est parti. Le nationalisme, c'est la guerre. Mais moi, j'aimerais que chacun réfléchisse. Qu'est-ce qu'il y a de plus nationaliste qu'un européiste? Qu'est-ce qu'il veut l'européiste? Il veut faire une nation. Il veut regrouper tous les États pour faire une grande nation. On te dit qu'il faut peser face à la Russie, il faut peser face à la Chine. Pour constituer une nation qu'une bonne guerre. On peut Oui, dire ça. entre autres, si tu veux, mais il faut bien voir. Et en plus, c'est un nationalisme qui est vraiment pervers, parce que si tu prends du zémourisme, ils sont nationalistes français. Mais à la rigueur, bon, bah, tu te rattaches à la France, tu fantasmes un peu ton passé. Mais le nationalisme européiste, il ne se rattache à rien. Il n'y a jamais eu de pays européen, et spoil, hein, il n'y en aura jamais. Je veux dire, et on voit qu'ils ont toutes ces caractéristiques du nationalisme, ces caractéristiques belliqueuses. Et quand tu écoutes des discours, en particulier de la partie des socialistes, enfin, soi-disant, très socialistes libéraux au Parlement européen, surtout actuellement, tu as des choses qui sont extrêmement violentes, extrêmement inquiétantes en termes de propagande de guerre. On est en train d'avoir ça. Hein. Moi, je vous propose juste un petit schéma qui rappelle les 10 principes de la propagande de guerre qu'avait défini Anne Morelli, qui sont très intéressants. Tu as très souvent ça dans à peu près tous les conflits. Tu as « nous ne voulons pas la guerre ». On te le dit actuellement, c'est une guerre avec la Russie, vraiment on n'en veut pas. Hein. L'ennemi est notre agresseur. Alors, la Russie fait des trucs. Alors, nous, on n'a vraiment rien fait. Hein. L'ennemi a un visage odieux. Ah, c'est les sales. C'est la Russe. Notre cause est noble. Nous, on est toujours pour les valeurs et les droits de l'homme. Hein. Oh, et nous, c'est jamais pour le pognon. Hein. C'est jamais pour la géopolitique. Bon, je passe les deux suivants parce qu'ils concernent vraiment du conflit. On te dit, bah, tiens, regardez, tout le monde soutient notre cause. Notre cause est sacrée. Ceux qui mettent en cause les propagandes sont des traîtres. On te dit souvent, tiens, le chef ennemi, il a le visage du diable, en fait. Donc, on est sur un début de propagande qu'on a connu. Hein. Tu as connu ça sur la Libye et Kadhafi, tu as connu ça à Saddam Hussein, pour ceux qui ont un peu de bouteille, c'est toujours la même chose. Et on voit qu'il commence à y avoir ça sur la Russie et qu'il commence à y avoir ça sur la Chine aussi, qui sont évidemment les deux prochains ennemis. On voit très bien que c'est surtout des ennemis du bloc américain et que l'Union européenne est évidemment toujours à la traîne. Hein. Un des autres points concerne la Chine. Pour sortir un peu de l'Europe de l'Est. Quand tu regardes ce qu'ils te disent, nous voulons et devons concevoir nos relations avec la Chine au niveau du partenariat, de la concurrence et de la rivalité systémique. Alors, pour que ce soit bien clair, il t'explique, c'est quand même assez extraordinaire, nous aspirons à une étroite concertation transatlantique en matière de politique chinoise. Donc, on va s'aligner, évidemment, sans aucune surprise sur les États-Unis, mais au moins on te le dit. Et une phrase qui est quasiment macroniste du en même temps. Ils te disent, dans le cadre de la politique d'une seule Chine de l'UE, nous soutenons la participation objective de Taïwan aux organisations internationales. Donc on dit, il n'y a qu'une Chine, mais il y aura comme 2 représentants. Donc en fait, il n'y a pas une seule Chine. Et ça, c'est extrêmement violent et c'est extrêmement belliqueux. Pareil pour les Chinois. Et si tu regardes les 2 points dont on vient de parler, moi je les trouve extraordinaires, pour montrer à quel point ils se foutent de nous. Ils te parlent de la Crimée, ils te parlent de Taïwan. C'est quoi la Crimée? C'est un bout, encore pas un bout de l'Ukraine, parce que c'était une république autonome, qui a décidé de dire, et c'est majoritaire, si tu connais la situation, oui, majoritairement, ils ne voulaient pas rester en Ukraine. Et on te dit, ça doit revenir à l'Ukraine. Il est hors de question de changer les frontières. Qu'est-ce que tu as à Taïwan? Tu as une population qui, majoritairement, n'a pas envie d'être en Chine. Et là, on te dit, ah ouais, non, il faut respecter le droit des peuples. Bien évidemment, on ne va pas respecter la frontière, il faut qu'il soit indépendant ou en tout cas tout à fait autonome. Et ça se comprend d'ailleurs, parce que bon... Mais on peut faire. Mais soit tu dis, je respecte les frontières, et il faut que la Crimée soit ukrainienne, mais dans ce cas-là, il faut que Taïwan soit chinois. Ou alors tu dis, moi je respecte les droits des peuples, et dans ce cas-là, les deux, ils sont partis, soit proche de chez nous, soit en Russie. On voit très bien que la vraie règle, c'est tout ce qui veut quitter notre périmètre, c'est interdit, vous ne le faites pas. Tout ce qui veut quitter le périmètre des gens qu'on n'aime pas, vous pouvez, c'est welcome, c'est les droits de l'homme, c'est vous qui décidez. Alors, entrons un peu dans le dur, c'est-à-dire dans les chiffres. Oui. Et Lucide a réalisé un certain nombre de graphiques sur les dépenses militaires dans le monde. Et on se rend compte qu'il y a un peu partout un creux, disons, après la fin de la guerre froide. Et puis c'est reparti. Peut-être, en tout cas quand je regarde avec mes yeux de profane, c'est reparti après les attentats du 11 septembre. Est-ce que c'est une bonne analyse? C'est ça, oui. On voit très bien que les guerres des États-Unis ont remis les dépenses militaires à la hausse après les années 2000. Donc on a bouffé tout ce qu'on avait gagné des années 90 en termes de récupération d'argent qui était bloqué par la guerre froide. Donc c'est ces guerres-là. Mais on voit très bien que quand les guerres sont finies, et là aujourd'hui ils n'en ont plus, les États-Unis, les niveaux de dépenses sont toujours extrêmement élevés, beaucoup plus élevés même encore que durant la guerre froide, hein, puisque dans ce graphique c'est corrigé de l'inflation. Donc on voit très bien qu'on a un militarisme qui est évidemment d'abord américain, hein, puisqu'ils ont une quarantaine de % des dépenses de la planète sur les États-Unis. Mais on voit très bien que se développent aussi des dépenses militaires fortes en Asie, en particulier en Chine, et qui sont extrêmement inquiétantes. Et donc vous voyez qu'on est passé de 1000 milliards à presque 1800 milliards de dépenses militaires. Et au bout d'un moment,
Je veux dire, on ne met pas autant d'argent dans du militaire sans l'utiliser. C'est quand même pas terrible. Sinon, les gens vont dire qu'est-ce qui se passe. Donc, on a un danger assez fort là-dedans et qui est matérialisé par cette dernière proposition du gouvernement allemand qui vous dit évidemment l'OTAN. Alors, c'est l'OTAN, c'est sacré. L'OTAN reste le fondement indispensable de notre sécurité. Alors, c'est rigolo, ils ne sont plus européistes. Là. Ils ne sont plus en train de dire quand même on va faire un bloc indépendant. C'est les États-Unis d'Occident. Moi, c'est les États-Unis d'Occident soumis aux États-Unis d'Amérique. Hein. Oui, parce qu'ils pourraient dire on va faire une armée européenne. On est quand même plus nombreux que les États-Unis à la base, donc il n'y a pas de raison qu'on ait besoin des États-Unis. On explique on va faire un grand pays pour peser. Bon, si déjà tu ne peux pas te défendre, c'est comme si je dis ouais, moi je suis quand même super costaud. Ah, ne me tape pas, sinon mon ami il va venir. Attends, c'est ridicule. Non, mais enfin, c'est pas grave, c'est les États-Unis, c'est l'OTAN. Ils continuent. Nous nous engageons à renforcer l'alliance transatlantique et à partager équitablement les charges. Je rappelle, c'était une demande très forte de Trump. Ils sont en train de demander un tribut. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut payer. Et ça veut dire quoi, l'OTAN? Ça sert à quoi? Ça sert à ce que les impôts des Européens, ils servent à acheter des armes aux États-Unis et pas sur des petites sommes. Hein. Et alors, pour finir, c'est quand même assez incroyable, nous nous engageons à renforcer la dimension politique de l'OTAN. L'OTAN, c'est censé être une alliance défensive face à un ennemi qui avait disparu. Et on te dit non, ça va devenir politique. C'est extrêmement atlantiste et ce qui est étrange, c'est que ce n'est pas vraiment beaucoup débattu ici en France, alors que l'axe que laisse entrevoir, disons, la bulle explicative française, on dira, c'est on va utiliser l'Union européenne pour peser et pour éviter des convenues comme celles que nous avons eues en Australie avec les États-Unis. Et c'est un bon exemple. Tu as bien vu à quel point, derrière, on a eu une défense de l'Union européenne. Tous les autres nous ont regardé en disant « démerdez-vous, on s'en fout, on ne dit rien contre les États-Unis ». Donc on voit très bien que, de nouveau, on pèse rien. Mais d'ailleurs, tu sais, ça c'est une formulation toujours de la propagande. Oui, il faut se réunir pour peser. Mais déjà, si tu réfléchis, 2 minutes, il faut peser sur quoi? Sur quel sujet? Listons-les. Où il faut se mettre pour peser. Tu regardes, il n'y a pas 50 trucs, de quoi on parle. Nous, la France a besoin de peser sur un certain nombre de domaines, notamment la défense, la vente d'armes, pour éviter des déconvenues comme celles qui nous arrivent en Australie avec les États-Unis. Ok, mais est-ce que ça a marché? Non. Non, ça n'a pas marché, mais on dit que si on fait l'Europe fédérale, peut-être que ça marchera. Pour ceux qui aiment Tintin, hein, tu sais, Caramba, encore raté. 87e échec de suite. Mais non, ça va bien marcher un jour. Ça fait que 80 ans qu'on essaye. Tu verras que dans 5 ou 6 siècles, ça commencera à marcher, qu'on commencera à peser peut-être. Le réarmement, si on peut le chiffrer. Oui, j'écoute. Non, mais j'insiste. Hein. Est-ce qu'on peut peser sur l'économie? Tu pèses rien. On a ouvert les frontières, on est en mondialisation. Donc ça ne sert à rien de se grouper. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de droit. Mais si tu regardes où tu peux peser, il faut peser quoi? Sur le climat? Sur le climat, il faut peser international. On ne va pas peser à 20. Donc si tu regardes, il n'y a pas beaucoup de points sur lesquels il faudrait vraiment se grouper pour peser. Si tu regardes, il n'y en a qu'un, c'est la guerre. Il faut se grouper pour faire la guerre. Ouais, ça, ok, je suis d'accord. Mais ça s'arrête là. Hein. Tout le reste, tu n'as pas à constituer une zone prédéfinie pour peser. Parce qu'en fait, tu ne peux jamais peser. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas d'accord. C'est ça qui est fondamental. C'est que ce raisonnement, il est complètement biaisé. Que tu dises, je veux quelque chose. Qui est d'accord avec moi? Venez et on pèse. Ça marche. Mais si tu dis, on se met à 28, complètement différent. On se ressemble. Et on va peser. Mais tu ne peux pas peser, on n'est pas d'accord. Regarde, je prends un exemple un peu bête, mais imagine qu'on se dise, tiens, faisons ensemble, tous les deux, Illucide, les médias, un petit média. En plus, on va pouvoir, pourquoi pas. On ne pense pas des choses très différentes, on peut faire un truc sympa. Imagine que je te dise, non, on ne va pas peser assez face aux grands médias. J'ai une bonne idée, ce qu'on va faire un média, et puis au comité de rédaction, on va mettre Le Pen, Zemmour, Pécresse, Macron, Mélenchon, Jadot. Et puis, on va peser. On est nombreux. Pesons. Qu'est-ce qu'on va faire comme chaîne ensemble là-dedans? On est d'accord sur rien. On va faire la chaîne météo. On va pas faire autre chose. Mais on ne pourra pas, on n'est pas d'accord. Une chaîne de MMA peut-être. Oui, mais c'est normal. Mais je blague, mais c'est fondamental ce truc-là. Qu'est-ce que tu veux faire avec les Polonais hyper conservateurs, avec les socialistes en Espagne, avec le macronisme complètement dégénéré, avec l'Italie, c'est du n'importe quoi, maintenant ils ont presque un parti unique. Tu ne peux jamais peser, on n'est jamais d'accord en fait. Tu pourrais dire, bien, moi je veux peser sur les prix du gaz, je veux négocier un truc. Qui est d'accord? Et puis tu auras peut-être France, Allemagne, l'Italie va te dire non, l'Espagne va te dire oui, peut-être le Brésil, c'est bête pour mon exemple, mais un État qui ne fait pas partie de la zone pourra te dire, mais moi je vous rejoins, tu vois, s'il faut peser, on pourrait prendre des gens hors de la zone Union européenne pour peser face à... ça, c'est jamais, c'est jamais évoqué en fait. C'est ça l'escroquerie fondamentale de leur projet. C'est pour ça que ça ne marche pas, c'est pour ça qu'on ne pèse pas. Quand est-ce que la France a pesé pour la dernière fois? C'était quand il y avait De Gaulle. Alors certes, une figure historique,
mais même, c'était quelqu'un qui s'affirmait et qui est capable de dire « Tiens, vive le Québec libre, et je n'ai rien à foutre de ce que pensent les autres. » Et à ce moment-là, tu peux être écouté, tu peux être respecté, tu peux faire comme il faisait une politique arabe. Bon, là, il faut demander à tout le monde, personne n'est d'accord, tu peux pas. Je veux dire, De Gaulle, moi, j'avais interviewé son conseiller diplomatique en 2014, il expliquait très bien qu'il s'arracherait les cheveux, parce que c'est aussi lui qui conseillait, ils ont fait la politique de la France ensemble pendant 10 ans. Enfin, les problèmes qu'on a avec l'Ukraine, avec la Russie, mais ça se règle en quelques heures de discussion avec des gens qui sont compétents et qui veulent arriver à des accords. Nous, ça fait des années qu'on est en train de créer un conflit. Et il y a une vraie probabilité qu'il y ait bientôt un conflit et qu'on se retrouve avec encore une propagande pour soutenir ce conflit. Mélenchon l'a très bien expliqué dans un très bel article de blog il y a 3-4 semaines qui commençait par parler de Zemmour, mais après il a toute une partie géopolitique qui est vraiment extrêmement affûtée que je conseille aux gens. Alors, quand on parle donc des blocs qui pourraient s'affronter, quand on observe les dépenses militaires, qui augmente ces dépenses militaires dans le monde ? Les États-Unis, beaucoup, et la Chine, beaucoup, mais ce n'est pas les seuls. L'ensemble de l'OTAN fait ça. Et là, je vous ai fait un petit graphique qui est assez incroyable, qui vous montre bien le tribut qu'on doit payer aux États-Unis, puisque vous voyez ici, sur l'ensemble des pays membres de l'OTAN, l'évolution des dépenses militaires uniquement entre 2019 et 2020. C'est les petits points verts, c'était en 2019. En bleu, c'est en 2020. Vous voyez que tous les pays ont augmenté, et certains très fortement, les dépenses militaires en pourcentage du PIB, puisque Trump avait dit il faut payer 2% du PIB en dépenses militaires dans chaque pays de l'OTAN. Je vois qu'il y en a un ou deux quand même qui ont baissé leurs dépenses. Oui, pour des petites raisons. C'était la Bulgarie, mais bon, pour des raisons très particulières. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la France aussi. Elle vient de la monter. Ça y est, on est passé à 2,1% des dépenses. C'est autant d'argent qui ne va pas à l'hôpital, qui ne va pas à la sécurité, qui ne va pas à l'éducation. Tout ça pour, je répète, quelque chose qui est construit. Les conflits sont en train d'être construits. On n'a pas... je rappelle que l'OTAN, c'est 7 fois plus gros que la Russie. Alors, il y a des problèmes, mais les Russes ne se réveillent pas en disant « Tiens, si j'allais créer des problèmes avec l'OTAN, ils sont 7 fois plus gros que moi. » Après, ils ont des problèmes de sécurité et c'est ce qu'ils essayent de faire valoir actuellement. Donc, on est sur quelque chose de vraiment problématique au niveau de l'OTAN. L'OTAN m'inquiète beaucoup. Je veux dire, de ce truc qui devrait être une protection, c'est quelque chose qui est en train de créer des conflits. Et si vous regardez cette carte, vous voyez l'extension de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide. L'OTAN avait été fait pour lutter contre l'URSS. On aurait pu se dire, quand l'URSS a été dissoute, on a dissous de l'OTAN. Mais pas du tout. Vous voyez, on l'a renforcée, et on l'a renforcée de plus en plus en Europe de l'Est, de plus en plus aux frontières de la Russie, alors qu'on avait, à l'époque, promis à l'URSS que non, on n'étendrait pas l'OTAN, bien sûr, c'est pour ça qu'ils avaient accepté la réunification de l'Allemagne et son entrée dans l'OTAN. Alors, il y a un autre truc qui me frappe, c'est que quand on regarde tes cartes, on a l'impression que les États-Unis, d'un point de vue économique, leur leadership peine par rapport à la Chine, mais d'un point de vue militaire, quand même, les États-Unis seuls et les États-Unis plus l'OTAN, c'est quand même énorme. Et finalement, c'est la seule supériorité qui reste, la seule supériorité évidente et écrasante qui reste. Et ça donne l'impression qu'on peut utiliser ça pour rééquilibrer les choses à notre profit. Oui, bien sûr, mais ça veut dire aussi derrière que, mais de toute façon, c'est ce qu'avait très bien dit Eisenhower dans son dernier discours. Il dit faites attention au complexe militaro-industriel, à ce qu'il n'influe pas la politique. Or, on voit qu'évidemment, il représente une telle partie aux États-Unis. Et finalement, il commence à en représenter une telle partie en France. C'est le dernier truc qu'on exporte. Maintenant, c'est des armes. Et nos dirigeants, comme Macron, sont des VRP qui vont se prosterner devant Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite, qui dissout des journalistes dans l'acide, quoi. Donc, c'est un vrai problème, ce truc-là. Je veux dire, on est en train, je répète, de se faire racketter. Tu regardes les dépenses françaises, elles explosent. On atteignent 46 milliards. Avec ces dépenses françaises, on achète des armes françaises en France. Je parle globalement au niveau de l'OTAN sur ces dépenses-là. Et puis on n'achète pas 100% de matériel français non plus. On achète des technologies militaires américaines. De toute façon, je rappelle qu'on a un peu détruit l'industrie chez nous. Donc ouais, c'est vrai que ça vivote encore un peu au niveau du militaire, mais ils ont aussi besoin derrière de l'industrie militaire américaine pour faire certaines de ces armes. Et en tout cas, c'est un peu racket de l'Allemagne. Les Européens achètent plus des armes américaines que des armes européennes. Bien sûr, parce que là, tout d'un coup, tu vois de nouveau, l'européisme, on va peser. Flûte alors. C'est rigolo, c'est ce qu'essaie de faire Macron actuellement. On peut quand même reconnaître ça. Il essaye de dire non, quand même, il faudrait quand même qu'on achète des armes européennes. Bon,
ok, pourquoi pas. On voit très bien que les autres lui disent non, et ils vont continuer à acheter des F-35 américains. Mais tout ça est incroyable. Tiens, il y a une anecdote pour sortir des armes, je ne sais pas si tu as vu. Joe Biden vient de créer des subventions aux voitures électriques aux États-Unis. C'est pas rien, ça peut être 10 000 $12 000 par voiture. Mais une bonne partie, elle dit hey, vous avez la subvention que si vous achetez des voitures électriques américaines. Ouais, le contribuable, il va intervenir pour aider l'emploi chez lui. Mais sauf que nous, en Europe, ils ont répondu, c'est interdit de faire ça. Et nous, quand il y a des subventions, il est interdit de dire que non, tu vas subventionner des voitures qui sont produites en Europe. Et au final, quelle est la voiture la plus vendue en France, la plus vendue en Europe actuellement? C'est la Tesla, modèle 3, qui est une voiture américaine produite en Chine. Et c'est subventionné par le contribuable français. Et là, je pense à Hubert Védrine, qui avait cette jolie formule de dire l'Europe, c'est l'idiot du village global, quoi. Je pense que la France est l'idiote du village européen en plus. Alors, est-ce que la configuration actuelle avec la crise sanitaire, le Covid, qui crée une crise économique, est-ce que c'est de nature à accentuer justement le bellicisme de certains acteurs? Oui, bien sûr, parce que c'est des fuites en avant, mais tu sais, ce bellicisme, bien sûr qu'il est guidé par ce que j'ai dit, quand tu dépenses autant d'argent, quand tu as autant de dépenses militaires, tu peux être tenté de les utiliser pour montrer que ça marche aussi. Et à un moment donné, on est français, et on vend des armes, monsieur. Elle est où l'exposition des modèles, comment c'est que ça marche? Il faut les utiliser, les armes, pour montrer. C'est l'appartement témoin. Donc tu as ce risque-là. Mais il ne faut pas être trop machiavélique des fois. On a comme surtout des gens qui sont bêtes et qui sont vraiment incompétents. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est le chef d'état-major de l'armée britannique qui est intervenu à la télé il y a un mois, quelque chose comme ça, et qui a dit faut faire attention. Clairement, les diplomates, ils sont plus du niveau des années 70 où on arrivait à gérer les problèmes. Comme je parlais du conseil diplomatique de Gaulle, M. Maillard. On a des gens qui peuvent vraiment vous déclencher, comme en 2014, un conflit en Ukraine militaire, parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils ne sont pas capables d'être des diplomates. Parce qu'il y a une administration comme ça en Europe qui n'est plus liée à un État, qui est en roue libre, où le bureau A est en train de faire quelque chose, le bureau B fait exactement le contraire, donc ça va créer des conflits. Ce n'est plus maîtrisé, et ils sont surtout guidés, je répète aussi, par cette espèce de diplomatie des valeurs qui n'est pas que sympathique, qui forcément conduit à des conflits. Et si tu regardes, Obama, il a fini son mandat avec une guerre en Ukraine. Trump, avec ses 2000 défauts inacceptables, c'est comme des présidents qui n'ont pas fait de guerre. Il n'avait pas beaucoup de valeur, on va dire. Ok, mais Biden, oui, mais bien sûr qu'on en rigole, et bien sûr que c'est dégueulasse de ne pas avoir de valeur. Oui. Mais avoir la paix, c'est pas mal aussi. Parce que si tu as un conflit, le prix du gaz et l'inflation, ça va sacrément changer la vie des gens qui nous regardent. La paix, c'est une valeur sacrée. Bien sûr. Et pour terminer, moi, j'avais juste envie de citer George Kennan, pour qu'on ne dise pas, tiens, qu'est-ce qu'il raconte lui. George Kennan, personne le connaît, c'est un des plus grands diplomates américains. Il a été ambassadeur des États-Unis en URSS. C'est surtout le type qui, en 1946-1947, a conçu la logique de lutte contre l'URSS de containment. C'est-à-dire comment j'empêche l'URSS de s'étendre sans faire la guerre et en gardant des relations correctes. Donc c'est un très grand penseur, un très grand connaisseur de l'URSS. En 1998, il a donné une interview. On a la chance parce qu'il a vécu centenaire. Donc en fait, il a eu le temps de voir l'évolution. Et cette interview, je l'avais traduite, elle est vraiment extraordinaire de compétence et de préscience de ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il raconte quand le journaliste va le voir en 1998? C'est le moment où on va étendre l'OTAN à la Pologne et à la Tchécoslovaquie. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? C'est quelques lignes que j'ai envie de vous partager. Il dit « C'est une erreur tragique. Il n'y a absolument aucune raison d'étendre l'OTAN. Cela va entraîner une réaction hostile de la part de la Russie. Et alors, ceux qui auront choisi d'étendre l'OTAN diront qu'ils vous avaient bien dit que les Russes étaient comme cela. Mais c'est tout simplement malhonnête. » Et donc oui, la question qu'on devrait tous savoir, c'est pourquoi on continue à étendre l'OTAN, pourquoi maintenant, on a vu sur la carte, on a le projet d'étendre à l'Ukraine et à la Géorgie, qui sont deux anciennes républiques de l'URSS, et qui vont entraîner très probablement une réaction, certes illégale au niveau du droit international de la Russie, c'est ce qu'on vit actuellement. La Russie vous dit juste tout ce qu'on vous demande, c'est ne faites pas rentrer l'OTAN et la Géorgie, ne faites pas rentrer l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN. Pour nous, c'est dangereux. C'est l'équivalent de la crise des missiles de 62. Vous faites rentrer à notre frontière des pays où vous allez stocker des armes nucléaires qui peuvent nous détruire en 5 minutes chrono. Et ce n'est pas acceptable. Et bien qu'on ne soit pas capable de gérer ça, alors que qui est vraiment d'accord pour étendre
encore ces trucs-là. Je veux dire, ces alliances militaires, c'est ce qui a causé la Première Guerre mondiale. C'est ce qui a causé la Deuxième Guerre mondiale. Parce que dans la propagande qu'on va subir, ou au genre de propos que je tiens, on vous dira « Ah ouais, t'es munichois, machin ». Non, évidemment, on n'est pas munichois. Évidemment qu'il y a des cas où il faut faire la guerre. Mais il ne faut pas oublier que les gens qui ont signé Munich, ils sortaient d'une guerre mondiale, donc ils ont un peu hésité à en faire une nouvelle. Et les mêmes, Daladier et Chamberlain, un an après Munich, ils sont confrontés à notre crise avec la Pologne. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent « On ne refait pas Munich, hein, on n'est pas cons ». Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font la guerre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent la guerre. Il ne faut pas oublier que le risque qu'on a, ce n'est pas d'avoir une guerre qu'on va perdre, hein. C'est que la prochaine guerre, il n'y aura pas de vainqueur. Hein. Avec les armes nucléaires, si on a de la chance, c'est quelques milliards de morts. Si on n'a pas de chance, on aura réglé le problème climatique et c'est les musaraignes qui pourront se développer pendant quelques dizaines de millions d'années. C'est ça le risque. Hein. Et c'est un risque qui était très présent dans les années 70, le nucléaire. Les têtes nucléaires, il y en a toujours des masses colossales, comme on voit sur ce petit graphique que je vous ai fait. Ça met en péril vraiment l'espèce humaine. Tout le monde s'en fout. On est maintenant dans des délires identitaires. On n'est plus en train de parler, comme je disais, ni des problèmes économiques sur la vie des gens, mais ni même des problèmes de sécurité, des problèmes d'extension qui se font dans notre dos, sans notre accord, où on risque de se retrouver dans des conflits avec l'OTAN qu'on ne souhaite pas, pour défendre des territoires qui sont, comme l'Ukraine, un des pays les plus corrompus au monde, un pays qui est en faillite totale, un pays qui emprisonne le leader de l'opposition ukrainienne est en résidence surveillée. La semaine dernière, ils ont mis le deuxième leader de l'opposition aussi poursuivi par la justice pour haute trahison. Donc, c'est pas mieux l'Ukraine que la Russie. C'est deux pays qui peuvent poser plein de problèmes. Il faut qu'on fasse attention à ne pas se faire entraîner par l'OTAN dans des conflits sur lesquels on n'a vraiment rien à faire. Merci beaucoup Olivier et bonne vie à Lucide. Je rappelle que dans la description, il y a un lien vers la page YouTube et le site elucide.media.